Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la partie débat de notre journal. Il est clair que depuis que nous sommes dans cette période électorale-là, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous aimerions revenir. Et je profite de cette émission pour faire un retour sur trois thématiques qui ont été durant quasiment ces 5 ou 6 mois au cœur de la polémique. Il y a eu bien sûr la constitution des listes électorales, il y a eu la question effectivement du code électoral, il y a eu d'autres éléments, notamment le fond, la question des partis politiques. Durant tous ces 5 ou 6 mois que nous avons passés à débattre avec des partis politiques et la société civile, à chaque fois, les questions essentielles sont revenues sur le devant de la scène. Et c'est pour ça que nous avons choisi de vous proposer 3 extraits de débat, tous différents les uns des autres, mais 3 extraits qui sont quasiment la quintessence de cette question nationale-là, à savoir comment on va aux élections électorales avec la question des listes. Deuxièmement, comment on finance les partis politiques pour ces élections-là. Et troisièmement, de quoi on parle durant ces élections. Commençons donc par le premier extrait. Nous parlions à l'époque avec mes 4 invités de la question de l'exclusion. Une question qui a été notamment à la base du coup d'État qui a secoué le Burkina les 16, 17 et 18 septembre 2015. Suivons cet extrait. C'était un débat avec 4 invités sur l'exclusion et notamment le code électoral voté par le CNT, ce qu'on appelait en temps la loi shérif. Moi, je regarde, première chose que je remarque, c'est que, si je comprends bien, c'est le code électoral qui est toujours en vigueur. C'est la première question que je pose. Vous savez, là, il faut faire une précision, parce que dans la presse, on n'a pas su rétablir les faits. Au niveau du Conseil constitutionnel, la loi dit que les requêtes sont enregistrées par rapport à l'ordre d'arrivée. Donc la requête de M. Dabiré fut une des premières requêtes introduites dans la forme et recevable dans le fond, qui a été enregistrée. Sinon, après M. Dabiré, il y a eu d'autres requêtes, telles que celle de Mme Kaboré, où il y a eu plus. Il y a eu 58 personnes qui ont été, dont les candidatures ont été invalidées sur la requête de Dame Kaboré. Donc, c'est une question d'ordre qui a fait que c'est plutôt, et comme les gens attendaient plutôt ce résultat, dès que la requête de M. Dabiré a été publiée, donc on a considéré, donc il faut rétablir quand même les faits pour permettre qu'on comprenne que d'autres citoyens ont réussi à faire invalider. C'est pour ça d'ailleurs que ce soit Zoubga Alain, que ce soit Mme Ouedraogo née Zare Myriam, que ce soit donc Mme Diasso née Djigma Zizel, que ce soit d'autres citoyens. Par la suite, on a pu invalider leur candidature parce que dans la requête de M. Dabiré, leur nom ne figurait pas. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, pour revenir à la question principale de l'application du code électoral, je crois qu'en l'espèce, tout le monde savait que ça allait se terminer ainsi, sauf ceux qui voulaient mener un autre débat. Parce que le gouvernement, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO est claire. Elle demande à l'État burkinabé de lever tous les obstacles. Ça veut dire le juge communautaire, dans son esprit, ce n'est pas au Conseil constitutionnel de venir appliquer leur décision, mais il faut auparavant que les gouvernants modifient la loi. Voilà l'esprit. Sinon, le juge communautaire n'allait pas insérer cette phrase dans son dispositif. Parce qu'il a déclaré cette loi attentatoire aux libertés des citoyens quant à l'exercice de leur droit de participation aux élections. Il s'arrêtait là. Mais en ajoutant dans le même dispositif qu'il ordonne ou demande, c'est une injonction d'ailleurs, à l'État burkinabé de lever les obstacles, ça veut dire que le juge communautaire place le juge constitutionnel dans une situation où, tant que le droit positif demeure le code électoral, c'est l'article 135 qui allait s'appliquer. Maintenant, le président donc, de la transition a annoncé que le gouvernement et l'État burkinabé allaient se conformer à cette décision. Je crois qu'ils ont essayé, mais ils étaient encore bloqués par le fait que le protocole additionnel de la CEDEAO interdit toute modification d'une loi électorale 6 mois avant les élections. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, je vous arrête voilà. là, M. Tankwano, pour passer la parole aux autres. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que ça fait un peu bizarre quand même dans notre pays? D'ailleurs, certains, notamment un avocat du CDP, l'a fait remarquer, Mehmet Gitenga. Oui. D'abord, pour ce qui concerne l'esprit de la décision de la CEDEAO, si l'esprit était de modifier le code électoral et se conformer, je pense que la CEDEAO même savait que ça n'allait pas être possible.
Voilà. Mais moi, quand je lis la décision du Conseil constitutionnel, le dispositif est clair, mais franchement, l'argumentation ne me convainc pas. L'argumentation ne me convainc pas. Il y a tellement d'arguments solides que pour moi, le Conseil constitutionnel, comme son nom l'indique, les sages, devrait saisir l'opportunité pour taiser sur beaucoup de choses. La question de l'inconstitutionnalité reste et demeure. Ils n'ont rien dit. On a tout simplement dit que le code n'étant pas modifié, alors on applique. Et je me pose une question. Si le code avait été modifié, ça veut dire que le Conseil n'allait pas appliquer la charte ou pas? La charte, la charte africaine, oui, qui est le fondement même du code. Et dont le même Conseil constitutionnel a reconnu en 2009, dans son avis, que cette charte est conforme à notre Constitution. Ce qui veut dire qu'elle rentre automatiquement dans le bloc de constitutionnalité et le Conseil constitutionnel devrait en faire cas. Moi, je pense que le Conseil constitutionnel aurait pu argumenter davantage dans sa décision pour nous éclairer au mieux. Parce que là, c'est le seul dispositif. Le jour où on le saute, je crois qu'on revient encore à la case de départ. Oui. Antoine Kabouré. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer parce que moi j'ai pensé personnellement que nous sommes dans une phase de construction de notre démocratie où il y a un débat qui se passe, un débat juridique, et le juge constitutionnel devait véritablement faire œuvre pédagogique, discuter tous les aspects possibles, je dirais, du contexte ou des contentieux qui s'est créé devant lui, de sorte à figer un certain nombre de règles pour l'avenir. Malheureusement, le Conseil a botté en touche. J'ai eu l'impression qu'ils ont eu peur véritablement de nous situer sur certaines questions. Parce que moi, jusque-là, quand je suis assis, je me pose la question, un changement anticonstitutionnel, c'est quoi? Est-ce que les règles que nous avons, enfin les accords internationaux que nous avons ratifiés, est-ce qu'on peut les utiliser directement pour argumenter devant une juridiction? Je n'ai pas senti cela. Et le fait de dire qu'effectivement, la Cour de la CEDEAO demande à l'État burkinabé de lever des obstacles. L'État burkinabé, c'est qui? Est-ce le gouvernement? Est-ce le Parlement? Est-ce que le Conseil constitutionnel n'en fait pas partie? C'est autant de questions qui ne sont pas résolues. Et enfin, un élément que moi je tire, je constate dans ce que nous avons vu, c'est de voir d'abord qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'élégance dans la gestion, je dirais, de nos règles au niveau interne. Je dis que si dès le départ, on avait pris le soin et la peine de soumettre, n'est-ce pas, cette loi-là à un contrôle de constitutionnalité, on serait depuis longtemps, je dirais, loin de ces débats qui me semblent un peu inutiles, qui empoisonnent la vie pour rien. On aurait pu faire l'économie de ce débat. Et il me semble également qu'une autre question que le juge constitutionnel n'a pas abordée, moi, c'est lorsque une juridiction internationale rend une décision. Comment est-ce que cette décision-là s'applique dans les États? C'est une question qui reste, qui n'a pas de réponse. Et j'ai eu l'impression, j'ai eu d'autres commentaires où on pense, certains même m'ont dit qu'il fallait exécuter la décision. Ça m'a un peu fait rigoler parce que bon, je ne savais pas de quel droit on parlait. Mais il y avait quand même matière pour permettre à notre juge constitutionnel de pouvoir trancher tous ces aspects. Mais au-delà de tout, moi je dis, je suis légaliste, le juge a été saisi, il a rendu sa décision, on peut critiquer comme on le veut, mais on s'incline. Donnons l'occasion au juge une prochaine fois peut-être de redresser si on pense que le juge s'est trompé. Non, on est tous d'accord sur ce plateau-là que la décision va s'appliquer. Le Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, nous discutons pour effectivement comprendre, parce que je pense que tout ce qui est intéressant dans cette, comme vous l'avez dit, c'est la construction de la justice et de la démocratie que nous sommes en train de mettre en place. Et c'est pour ça ce débat-là. Non, juste permettre à Faustin de réagir, s'il le veut. Je précise oui, par rapport à ce que Antoine Kabouré venait de dire. Même si la loi avait été soumise au contrôle de constitutionnalité, ceux qui n'ont pas intérêt à cette loi, même si le juge constitutionnel avait a priori dit que c'était conforme à la Constitution, ils allaient toujours dire que c'est une loi politique, comme ils l'ont fait après. Donc ce n'est pas parce que le juge constitutionnel, c'est le même juge constitutionnel à qui on dit qu'on aurait pu soumettre a priori le contrôle de constitutionnalité, c'est ce même qui vient de prendre la décision et vous avez vu les réactions. Donc, ceux qui n'ont pas eu raison, aujourd'hui, vous voyez, moi je rigole quand j'écoute le président du CDP nous dire
que ce Conseil constitutionnel fait de la politique. Il oublie que ce même Conseil constitutionnel a passé des années à rendre des avis et des décisions dans ce pays où tout le monde trouvait ça scandaleux. Le fait que Blaise Compaoré a pu se présenter en 2005, c'est ce même Conseil constitutionnel. Et en majorité, c'est ceux qui ont été nommés sous l'ancien régime. Donc je crois quand même que si on est dans une construction démocratique, il faut que les uns et les autres sachent raison garder et ne pas se mettre à jeter l'opprobre sur nos institutions républicaines. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire que ce Conseil constitutionnel est pire que celui que nous connaissions avant. Là, je m'inscris en faux. Maintenant, personne ne l'a dit ici, non, je parle par rapport aux réactions, puisque c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qu'on a dit, nous sommes tous d'accord qu'on aurait voulu que le Conseil constitutionnel fasse plus en termes d'argumentation juridique. Mais reconnaissez que c'est la première fois qu'on ouvre le recours aux citoyens, que 9 personnes qui se retrouvent avec une trentaine de recours, qu'on leur demande de vider en 8 jours, ne leur demandez pas de rentrer dans des théories où ce n'est pas évident qu'ils allaient respecter. Premièrement. Deuxièmement, je crois, c'est vrai, ils ont fait une application à minima, mais la loi étant claire à leurs yeux, l'article 135 ne souffre pas de débat. Le juge constitutionnel constate. Sinon, par rapport à la définition de ce qu'est un changement anticonstitutionnel, ça y est, au niveau du protocole additionnel adopté par le Burkina, créant la Cour africaine de justice. La Cour africaine a défini ce qu'est un changement anticonstitutionnel. Ça y est, voilà, le document est là. Le Burkina l'a ratifié. C'est parce que les gens ne veulent pas. Ça y est là. Le changement anticonstitutionnel s'est défini comme un crime. C'est clair, c'est net. Et c'est l'ancien régime qui est allé ratifier. Ce n'est pas la transition. Oui. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut passer. Non, avec toute cette polémique-là, on la voyait venir. Parce qu'elle est née à partir de la loi CNT. Nous, on était partisans d'une procédure judiciaire. Et sur la base uniquement des 30 morts, on pouvait impliquer les gens. On allait aboutir à des condamnations, on allait aboutir à des exclusions et ça n'aurait pas du tout inquiété quelqu'un. Mais Faustin, oui, même dès lors que vous prenez... Non, une chose est le code électoral, une autre chose est la procédure judiciaire. Bon, mais cette procédure-là, c'est celle qui on a l'impression que polémique et qui donne l'impression... Non, mais quand vous dites ça comme ça, on a l'impression que le code-là, on l'a fait parce qu'on veut mettre... À défaut de pouvoir enfermer des gens, il faut les faire passer par là. Monsieur Conseil, on allait aboutir à la même situation. Oui, si vous condamnez des gens... On va mais vous là, dire, sauf qu'ils sont condamnés on va vous dire à l'issue d'un que procès. C'est une chasse aux sorcières, que ce n'est pas une justice indépendante. Voilà. D'ailleurs, que moi vous dire une chasse aux sorcières, comme si quelqu'un élève des sorcières chez lui. Si il y a des sorcières, il faut les chasser. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que personne n'élève des sorcières chez lui. On allait nous retorquer de la même façon. Donc, il y a deux façons. Il peut s'agir de la procédure judiciaire, comme vous l'avez dit en matière pénale, comme l'inéligibilité peut résulter d'une loi. Et c'est ce qui est fait. Exactement. C'est ça. L'avantage de la procédure judiciaire. Je vais permettre quand même de continuer mon débat. S'il vous plaît, voilà. Moi, j'ai parcouru le protocole dont quoi nous parlait. Mais j'ai eu l'impression, peut-être que c'est une mauvaise impression, que dans en fait, ce qui est visé par le texte de la charte de l'Union africaine, il y a l'infraction, il y a aussi le crime, ou bien je dirais la faute politique. Je pense que les deux sont à scinder. Parce que quand vous prenez l'infraction telle qu'elle est érigée dans le protocole, il faut véritablement qu'on puisse trouver d'autres mécanismes pour que les sanctions puissent être effectivement applicables. Parce que quand il y a une infraction, il faut prévoir les peines, etc., la procédure. Et c'est bien prévu. Il y a aussi les décisions que les organes politiques de l'Union africaine peuvent prendre, le Conseil de paix et de sécurité qui reconnaît une situation, qui décide de sanctionner les acteurs politiques, on interdit les voyages, etc. Et ça, ce n'est pas la procédure judiciaire. Maintenant, en fait, nous, on est resté dans une situation où, effectivement, on a voulu ériger ça en une faute politique qui donne lieu à des sanctions sur le plan politique, inéligibilité et autres. On n'est pas allé sur le terrain pénal. Véritablement, c'est ce que je dis. En fait, donc, aujourd'hui, quand je dis, par exemple, que le contrôle aurait été intéressant, pour moi, ce n'est pas que le contrôle allait forcément vider le débat, mais l'intérêt, c'est que le contrôle de constitutionnalité aurait permis, parce que dans tous les pays, les gens se battent pour que les lois qui organisent les élections soient des lois protégées.
Certains même l'érigent en loi organique pour que la modification ne soit pas à la simple merci, je dirais, des majorités mécaniques immédiates. Et donc, dans ce sens, quand on l'érige en loi organique, c'est pourquoi? C'est pour permettre un contrôle de constitutionnalité obligatoire, pour lui assurer une meilleure protection. Même s'il y a des contestations, la protection de contrôle de constitutionnel lui permet en fait d'être appliquée. C'est pourquoi je le dis, sinon je n'ai pas dit que ça vide tout les protestations possibles qui pourraient exister. Oui, je crois que pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel, en réalité, on ne rejette pas ce que le Conseil constitutionnel a fait. D'ailleurs, c'est une première fois que cela arrive dans notre pays. Déjà, on doit quand même saluer le Conseil constitutionnel pour cela. Mais en réalité, on dit, on attend mieux encore du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil a tellement d'arguments, qu'il ne peut pas donner qu'un seul. Alors qu'il vide sa cartouche, quoi. Il y a eu donc cette question du code électoral, cette question de l'exclusion. On a eu tout ce qu'on a connu comme péripéties et nous sommes arrivés aux élections avec ensuite un débat qui a fait sourire beaucoup de personnes. Il s'agit de la question du financement des partis politiques. Au-delà de la question symbolique du financement, c'est toute une question de l'éthique et de la morale politique qui était en jeu. Avec 4 invités, nous avions durant donc 45 minutes parlé de cette question avec au final, ce que je propose de suivre, une question essentielle. Jusqu'à quel niveau sommes-nous prêts à financer nos partis politiques? Jusqu'à quel niveau sommes-nous prêts, nous, Burkinabés, à nous engager de façon bénévole pour que ces élections réussissent? Extrait de cette émission. Nous, au niveau du cercle d'éveil, on a fait donc des propositions. Il y avait des mesures symboliques qui pouvaient être prises dans un calendrier à court terme. Hein, mais on a demandé, par exemple, qu'on fasse un audit des baux administratifs parce qu'il nous était revenu que c'était vraiment... Oui, une étude qui était faite c'était fait. Et ça ne demandait pas... C'était une commission technique à mettre en place. On a les éléments. On pouvait agir, mais ça allait toucher beaucoup de gens. Ça, ils étaient incapables. Il y a la gangrène de l'administration. Il y a la politisation de l'administration qui est là. Toutes ces questions-là. Mais à sa décharge, comme je l'ai dit, c'était une pieuvre à plusieurs tentacules. Et la question économique, là, même le CNT qui a fait l'effort de faire un travail fiscal, mais si vous avez remarqué, les noms des débiteurs n'ont pas été rendus publics. Mais ça, c'est normal. Oui, attendez, c'est normal, mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais on est dans un contexte insurrectionnel. La presse a révélé... Il y a certains noms, mais ça, c'est des seconds coucous, comme on dit. Non, quand même, oui, c'est des milliards. Mais non, moi, je pense que... non, en fait, on se met en phase avec le contexte. C'est ça, où on ne le fait pas. Donc, sur cette question économique-là, visiblement, ils n'avaient pas les mains, ils ne pouvaient même pas faire quelque chose sur ça. La transition, si ce n'est pas la fin des lois, quand même. Oui, mais on pouvait prendre des mesures symboliques. Il y a des règles dessus. Il y avait des mesures, certaines mesures qui ne nécessitaient pas vraiment beaucoup de temps pouvaient être prises pour marquer les esprits. Et ils n'ont pas fait. Et c'est vrai que je dis là, les OSC ont du travail. Parce que c'est un éveil citoyen qui va permettre un recadrage de tout cela. Est-ce qu'ils auront la crédibilité encore? Non, vous savez, c'est le travail. On va faire un travail, il faut remonter les informations et interpeller donc l'opinion. Est-ce que les OSC auront la crédibilité encore? Il y a une certaine OSC peut-être qui a un problème de crédibilité, mais pas toutes les OSC. Oui. M. Ismaël Diallo. Les médias ont un rôle à jouer sur la crédibilité des OSC dont vous parlez. Les médias d'investigation devraient épingler les OSC qui sont des sous-marins ou des icebergs de partis politiques ou d'autres intérêts mafieux. Il faudrait les dénoncer. Il faut les dénoncer. On les connaît, mais on préfère le dire de bouche à oreille entre soi. Il faut mettre l'accusation sur la place publique. C'est tout. Pour que ces OSC-là, personne ne traite avec elles. C'est la meilleure solution. Dernier élément sur ce discours avant de passer à la question des financements. Il a dit... Laissez-moi vous dire cependant que vous n'aurez rien fait encore si vous n'adoptez pas au plus vite les pertinentes recommandations de la Commission de l'organisation nationale des réformes. Comment vous comprenez ça? Est-ce qu'encore durant ce mois-là, le CNT peut se remettre à légiférer? Comment vous entendez cette adresse du président aux députés? Rien n'aurait été fait si, à ce niveau-là. Oui. Bon, nous attendons. C'est vrai que nous avons vu la multitude de recommandations donc, de la Commission de réforme. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est le nombre quand même de commissions d'enquête concrètes. Avec la proposition encore de cette commission, nous serons à la 4e commission d'enquête, si je ne me trompe, sous cette transition. Sincèrement, je me demande à quoi cela va aboutir.
Vous savez. On dit en politique qu'une commission d'enquête, c'est enterrer un dossier. Vous pensez ça? Moi, je ne sais pas si c'est ce que je pense. Ce que je constate, et c'est l'un, moi je pense, des points noirs donc, du discours du président de la transition, qu'il ne l'a pas dit devant le CNT. Parce que le principal regret que moi j'ai de ces 12 mois de transition, c'est qu'on n'ait pas rendu justice aux martyrs des 30 et 31. Rien ne peut justifier qu'aucun acte dans ce sens. On nous a toujours dit que le système corporel, la justice était pourri, c'était des juges. Voilà, les juges étaient corrompus, les juges acquis. Le système est parti. 12 mois après, qu'on ait tué des jeunes, des combattants. Nous tous, nous aurions pu être sous terre parce que nous étions tous sur le terrain avec eux. Et que c'est de leur cendre que sont nés ces organes de la transition, qu'on puisse terminer cette transition sans avoir posé un seul acte dans le sens de la justice. Parce que pour moi, les cérémonies de mémoire, de commémoration, sincèrement, ça vient en second. C'est bien pour la symbolique, mais ce qui est essentiel, c'est la justice pour ces martyrs. Moi, je pense que c'est le principal regret qu'on doit avoir de cette transition. Sur la même question, sur la question des recommandations, mais Monsieur Nathanaël. Oui, bon, en fait, je n'ai pas compris ce qu'il veut dire, parce qu'en fait, il parle d'adopter au plus vite les pertinentes recommandations. Il ne dit même pas de les mettre en œuvre. Peut-être encore qu'on veut peut-être adopter des choses pour que d'autres les mettent peut-être en œuvre après. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il veut dire. Ben, j'avoue que j'ai retourné un peu dans tous les sens cette question, mais j'arrive pas à comprendre. Donc je n'ose pas poser la question à M. Diallo parce qu'il me répondra la même chose. Voilà. Ok, alors donc on va terminer cette émission sur la question du financement. Une question qui, à un moment donné, a semblé diviser un peu opposer entre le gouvernement et les partis politiques. 1 milliard 150 millions au départ, aujourd'hui on nous dit 1 milliard 300. D'abord les OSC qui sont sur la place, comment vous vivez ça? C'est-on dit, en période de transition, c'est trop de mettre 1 milliard 300 pour des partis politiques pour qu'ils s'amusent ou qu'ils s'enrichissent à nos dépens. Faustin Evaliste, pensez-vous? Non mais vous savez que nous aussi on est un peu allergiques à tous ces financements. C'est sûr que 1 milliard 3 c'est rien, mais 1 milliard 3 dans le contexte du Burkina, c'est beaucoup. Et surtout, quand on regarde, ils disent que c'est pas beaucoup, justement, parce que quand vous devez répartir entre 100 partis ou alors 10 partis ou 3 partis, c'est pas les mêmes nombres. Bon, maintenant... Cette année en compétition, on n'a pas 100 partis, hein, je ne pense pas. Bon, enfin, je sais pas, est-ce que c'est pour les... Non, nous sommes... Mais oui, si vous ajoutez les législatives. Si, les législatives et les présidentielles, c'est couplé. 99, oui. ok. Avec Bon. les indépendants. Avec les indépendants. Oui, mais maintenant, nous, en tant qu'association, on se demande quelle est la valeur ajoutée que tous ces gens-là vont apporter au pays. Parce que quand même, bon, la politique, c'est vrai que c'est d'abord le sacrifice, c'est l'engagement. Bon, ils devraient faire leur budget et puis voir, il y a des bénévolats. Bon, il y a d'autres questions. Moi, honnêtement, c'est une somme qui résonne de façon astronomique et on fait le rapport entre ce que ça peut rapporter. Bon, bien sûr, les élections vont se faire, mais les ressources en fait financières des partis devraient provenir essentiellement de leurs militants et de leurs bienfaiteurs, ou alors compensés par le travail bénévolat, parce que c'est un engagement quand même, comme on le dit, c'est un sacerdoce. C'est pas un lieu de business où on doit faire un compte de résultats équilibré. Oui. Oui, je vais laisser M. Ismaël Diallo. J'ai commencé par les OSC, on a eu Faustin, on va voir le doyen Ismaël Diallo. Les partis politiques n'auront jamais assez d'argent pour la campagne ou pour la vie politique. Et personnellement, je trouve que l'État n'a pas à donner de l'argent à des candidats ou à des partis politiques. On a une loi qui date de 2009 qui définit les conditions du financement. Je ne suis pas d'accord avec cette loi. Je ne suis pas d'accord avec cette loi, franchement. Je trouve que l'État n'a pas à leur donner de l'argent. Ceux qui veulent aller en politique n'ont qu'à trouver des militants et ces militants n'ont qu'à financer leurs activités. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la compréhension de la démocratie. Notre compréhension, c'est le candidat qui doit aller donner de l'argent à l'électeur pour que l'électeur vote pour lui. En 1997, quand j'étais candidat aux législatives, j'ai dit aux électeurs, à des électeurs, si je vous donne 50 000 francs et vous votez pour moi, j'ai acheté votre vote. Et vous n'avez plus rien à me dire pendant 5 ans.
Vous n'avez rien à me demander pendant 5 ans. Nous sommes d'accord? Mais si vous ne prenez rien et vous allez voter, pendant 5 ans, vous avez le droit de me demander des comptes. Mais les partis politiques ne font pas l'exercice de cette éducation. Ils préfèrent la solution la plus facile, c'est d'aller donner de l'argent. Il y a moins d'un mois, je suis peut-être hors sujet, mais il y a moins d'un mois, un de mes cousins a reçu d'un parti politique en compétition un véhicule et de l'argent. Il s'est empressé d'aller dire à l'électorat qu'il contrôle, j'ai changé de parti. Je suis avec le parti qui m'a donné un véhicule et qui m'a donné de l'argent. Et il va faire voter des centaines, voire des milliers de personnes pour ce parti-là. Mais je comprends le candidat ou ce parti politique parce que s'il ne le fait pas, il n'aura pas les voix qu'il cherche. Alors, il préfère continuer cette corruption électorale pour gagner les élections, plutôt que de risquer de perdre les élections, mais en contribuant à l'éducation citoyenne. Je le comprends. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Ceci encore, je répète, je ne crois pas que l'État doit donner de l'argent aux candidats. Bon, je pense que nous devons aussi nous inscrire dans une démocratie et dans une république. Même dans les pays développés, comme la France, il y a quand vous atteignez un certain taux. Chez nous, c'est quoi? C'est 3%? Voilà, c'est 3%. Ben voilà, en France, voilà, voilà, vous recevez, voilà, même en France, ça existe. C'est pourtant un pays développé. Non, je ne prends pas un exemple, mais c'est que je vais dire, là où je vais en venir, c'est que nous devons aussi faire en sorte que les règles soient respectées et que la plus grande majorité des gens puissent accéder à certaines compréhensions. Effectivement, quand vous dites ça, ça signifie que l'État se désengage et on risque aussi, comme vous dites, faites attention souvent parce que, bon, moi je suis directeur national de la campagne de l'UPC, moi je n'ai pas encore reçu le véhicule de mon parti, hein. Je roule avec la mienne, alors qu'il y a des gens qui ne sont même pas là, à ce niveau qui ont des véhicules, vous voyez qu'on n'est pas dans la même fortune. Mais je suis sûr que ces gens qui donnent, jusqu'à donner des 4x4 à des individus, vont leur demander, comme vous dites, d'aller dans un sens ou dans l'autre pour notre pays. Au final, on a eu donc le code électoral, on a eu les listes électorales, on a eu le financement des partis politiques acquis, et maintenant nous sommes en campagne politique. Le débat, c'est qu'est-ce que société vous nous proposez pour construire le Burkina demain? Qu'est-ce que partis politiques vous nous proposez pour réussir cette construction-là? Et qu'est-ce qu'ensemble nous sommes capables de faire pour que les Burkinabés ne soient pas simplement considérés comme un pays, entre guillemets, extrêmement pauvre, mais surtout des personnes courageuses et valeureuses, mais également comme un pays qui a un potentiel et qui arrive à satisfaire les ambitions de demain pour chacun de ses habitants. Voilà donc une partie du débat avec cette fois-ci des acteurs politiques uniquement. Et il parlait d'une question qui est essentielle dans ce monde-là, celui des migrations. Il y avait autour de ce plateau 4 sensibilités politiques et surtout une conviction certaine, c'est qu'il faut faire quelque chose pour que notre pays sorte de cette situation. Ce n'est pas pour rien que nous sommes classés parmi les derniers. Ça veut dire que nous avons échoué. Ça veut dire que nous avons échoué d'abord à commencer par l'éducation. Ça veut dire que nous avons échoué à commencer par tout ce qui est politique d'emploi. Mais avant tout cela, il y a manque de vision. Parce que M. Bassier parlait tantôt de la question de la planification familiale. Bien au contraire, la planification familiale peut être une solution, même si elle n'est pas totale. Moi, j'allais même aller au-delà de la planification familiale pour parler de la politique de limitation des naissances. Aujourd'hui, nous avons un taux de croissance de la population qui est de 3,1%. Aujourd'hui, nous avons une croissance de nos richesses qui tourne autour de 4, tantôt vers 5%. À quel moment nous pouvons d'abord faire face à la demande sociale de cette croissance de la population en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de logement et d'emploi, et avoir une certaine marge pour pouvoir investir et empêcher les gens de sortir. Voilà en fait toute la problématique. Aujourd'hui, nous sommes en train de patauger. On a commencé la politique migratoire. Et pour la petite histoire, je faisais partie de ceux qui ont initié la politique nationale de population, sa dernière version. Et nous sommes partis dans des pays comme le Ghana, la Tunisie, pour aller s'inspirer de leur politique afin de pouvoir l'intégrer. Et dans notre vision première, c'était arriver à faire ce qu'on appelle, au-delà de la maîtrise de la croissance de la population, à ce qu'on appelle la limitation des naissances, parce que d'autres l'ont fait.
Mais à la dernière version, on sont même partis à l'Assemblée. Et au contraire, puisque avant, c'était les populations rurales qui disaient que non, il faut faire beaucoup d'enfants parce que les enfants, c'est les richesses. Mais aujourd'hui, c'est les populations rurales même qui vous disent que non, faisons peu d'enfants et ainsi de suite. Mais on a fermé les yeux parce qu'on avait derrière des penchants politiques, parce que si on opère, on dit politique et de limitation des naissances, qu'est-ce qu'on va avoir comme réaction en termes de vote et autres, tout ça là. Donc finalement, on est revenu à la même politique. Est-ce que la politique de limitation des naissances n'est pas aussi une fuite en avant? Parce que certains économistes vous disent qu'un pays ne peut devenir consistant qu'à partir du moment où il y a une masse critique de population. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le taux d'urbanisation qu'on a, 25% à peu près, avec l'occupation de notre espace, je pense autour de 40%, je pense, est-ce qu'on est dans une situation de seuil critique au point où on va limiter les naissances? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Quand on parle de politique de population, ce n'est pas de façon infinie. C'est de façon transitoire. Les politiques de population, de façon générale, c'est entre 10 à 15 ans. Ça veut dire qu'au lieu de chercher d'abord à maîtriser, il faut carrément limiter parce qu'on a besoin de former d'abord ceux qui sont là. Regardez en matière d'éducation. En matière d'éducation, nous mettons près de 200 à 300 milliards chaque année. Ça veut dire que chaque année, nous allons toujours mettre 200 à 3 milliards si nous n'arrivons pas, parce que les mêmes enfants, ça veut dire que si vous avez 5 ans cette année, l'année prochaine, vous aurez 6 ans, et ceux qui avaient 4 ans auront 5 ans. Donc, les mêmes demandes sociales vont venir chaque année si vous n'arrivez pas à maîtriser la croissance, parce que si c'est la même croissance Donc, il faut à un moment donné maîtriser cette croissance de la population-là pour pouvoir investir pour que ces gens-là puissent te prendre en charge à un moment donné quand vous voyez que vous avez à un certain niveau où effectivement vous avez investi, vous allez voir qu'il y a des interrelations avec les autres. Parce que quand les gens sont éduqués, puisque vous allez dégager assez de ressources pour pouvoir mettre dans la formation, ils vont protéger l'environnement, ils vont se prendre en charge, ils vont, même au-delà, même si l'État n'arrive pas à offrir, ils peuvent s'offrir de l'emploi. Donc ça veut dire qu'en ce moment, vous pouvez être à un niveau que vous pouvez peut-être faire des ouvertures pour que ça puisse se relancer. Mais on n'a jamais eu ce courage de pouvoir le faire. Et chaque année, c'est le même croissance. Sans vous couper, tous les pays, dans ma petite région qui ont fait ça, se sont mordis les doigts quelques années, 10 à 15 ans plus tard, parce que les pays européens l'ont fait. Lesquels pays européens? Les Français l'ont fait. Ils ont dû pendant des années recourir à ça. L'Italie a connu ce même problème de creux de natalité. Non, nous n'avons pas les mêmes problèmes de population. Et le Burkina et puis l'Allemagne n'a pas les mêmes problèmes de population. Je laisse M. Bassé réagir, ensuite M. Guéla. Oui. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on ramène les questions de migration sur la question de la natalité ou les questions de maîtrise de la natalité, la démographie. Vous savez qu'il y a beaucoup de théories en la matière. Et je pense que notre pays, aujourd'hui, ce n'est pas une question de surpopulation. On n'a pas un problème de surpopulation. C'est vrai, on a un problème de maîtrise des naissances, c'est clair. Mais on n'a pas un problème de surpopulation. Donc aujourd'hui, il ne faut pas. Je crois qu'il y a un problème de vision qui est posé dans les politiques d'éducation, dans les politiques de formation, dans les politiques de développement. Parce que si vous prenez un peu la SCAD, prenez les axes de la SCAD, vous allez voir que le traitement des questions migratoires, là, c'est presque, on peut dire que c'est inexistant. Le traitement des questions migratoires. Alors qu'en réalité, sur le plan économique ou sur le plan social, on sait les enjeux, aussi les défis qui se posent à ces questions-là. Mais ce sont des questions qui sont traitées à la légère. Parce que seulement, notre approche, c'est isoler les questions. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème ponctuel de retour des populations de l'étranger. On va faire... Mais en réalité, il faudrait construire ça. Il faudrait construire... Je crois que ce qu'il faut faire, d'un point de vue, c'est vrai, la question des politiques de population étant au ministère de l'économie, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais en termes d'application, c'est très peu de choses. Parce que simplement, là aussi, ce sont des documents qui ont été fabriqués, mais qui n'ont pas été internalisés en termes donc de processus de mise en œuvre et qui posent effectivement énormément de problèmes théoriques, mais pas de problèmes réels. Vous avez parlé d'un problème sur lequel je reviens, c'est même en termes donc des migrations internes, parce qu'au lieu de parler de les migrations internes, comment l'État les entrevoit depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui.
les zones de forte concentration humaine en termes de déplacement, quelles sont les politiques d'accueil qui ont été mises en place? Naze, comme quelqu'un le dit. Les politiques de départ, comment ça a été fait? Non. Les aménagements, comment prenez un peu les aménagements dans le temps, les années 66, etc., avec les vallées de Cou, ou les vallées de Volta, comme on le dit. Les vallées de Volta. Ces questions n'ont pas résolu parce que les questions foncières n'ont pas été résolues. C'est vrai, avec la nouvelle donne, nous sommes dans une approche effectivement de résoudre ces questions foncières en milieu rural, mais je crois que c'est un processus, nous ne sommes pas à la fin, mais je crois qu'il faut peut-être repenser toute la dynamique de mise en place des espaces de vie pour que nous puissions voir comment, dans le Burkina nouveau là, on va résoudre ces questions de migration interne d'abord, et ensuite de penser à la diaspora en tant qu'outil de développement. Parce que si la diaspora n'est pas un outil de développement, comme on le voit aujourd'hui, la diaspora pour le Burkina Faso n'est pas un outil de développement. Parce que c'est vrai, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on va revenir sur cet aspect-là. J'aimerais qu'on reste sur l'interne quelques instants avant de parler. Oui, sur ces questions internes, je dis, parce que prenez un peu des zones comme le Ziro, ou des zones comme la Sicile, ou des zones comme le Kénédougou, ou des zones comme le Wé, qui reçoit beaucoup, ou le Moun, ou le Banwa, qui reçoivent beaucoup d'immigrants. Mais ces zones, c'est là où les problèmes d'éducation se posent. C'est même dire que le Moun fait partie des régions les plus pauvres du Burkina en termes donc d'indice de pauvreté. Donc c'est pour dire que réellement il y a toute une revue de la gestion de l'espace qu'il faut revisiter au Burkina dans le cadre donc des politiques d'aménagement du territoire. Docteur Guéla. Oui, je voulais dire qu'effectivement, comme nous allons revenir probablement sur la gestion de ceux qui sont déjà à l'extérieur, on va revenir certainement là-dessus. Mais en attendant, je pense qu'il y a quelque chose aussi sur lequel on doit faire beaucoup attention. C'est-à-dire, vous avez utilisé le terme fuite en avant pour ce qui concerne la planification familiale. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que il faut accepter qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans beaucoup de domaines. Sinon, une forte population actuelle, moi je suis démographe, et j'ai dit que nous tous, on a dit non, la forte population aujourd'hui, la forte croissance, finalement, elle n'est pas un problème en soi. Au contraire, vous connaissez ça pour avoir travaillé sur les questions de population, certainement. Et ce n'est finalement pas un problème en soi. Tout dépend de ce que vous en faites. C'est ça. Et aujourd'hui, si vous avez un stock d'une population à 60% jeune, ça dépend de ce que vous en faites. Si vous avez de l'emploi à leur offrir, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, je précise bien, mais elle n'a pas besoin d'aller nulle part. Elle est là, elle va travailler pour développer ce pays-là. Alors, mais si vous n'en avez pas, elle devient une... Avant, on parlait de bombe à retardement. Maintenant, c'est une bombe dégoupillée. Nous, on est bien... nous, au Burkina, ici, on en sait quelque chose. Les 30 et 31 nous ont montré que ce n'est pas une bombe à retardement, c'est une bombe dégoupillée. Okay? Donc, et c'est en cela que, justement, on parle de la notion de dividende démographique. Et vous savez tous que ça veut dire qu'on peut transformer cette population-là, cette croissance de 3,1% là. Finalement, on peut en tirer le plus grand bénéfice pour booster le développement. Mais ça dépend de ce que nous en faisons. Si on est là, on ne peut pas subvenir à une très bonne éducation pour former des gens de qualité, le capital humain. Si vous ne pouvez pas leur fournir de l'emploi, si vous ne pouvez pas les soigner, parce que si vous avez une population à 60% jeune mais malade, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, donc, c'est ça, tout ça qui est regroupé sur le vocabulaire de dividende démographique, dont le Burkina est l'un des pays qui pourrait en bénéficier. Puisqu'il y a certains pays que vous avez cités, ou des pays asiatiques qui sont dans le déclin et qui vous regardent avec envie, qui disent, mais si j'avais cette population. Parce qu'ils savent ce qu'ils allaient en faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à leur offrir? Donc,
l'exutoire, c'est la migration. Encore une fois, je crois que c'est le dernier recours pour tout individu que de quitter son pays. Alors, en parlant d'aménagement du terroir, vous allez pouvoir réagir ensuite. On avait, il y a quelques années de ça, parlé de ce qu'on appelle, une terminologie que j'avais perdue de vue, c'est les villes moyennes. C'est-à-dire ce type de développement assez particulier de l'urbanisation afin de retenir les gens. On a entendu parler de ça, je m'en souviens des années 90. Et puis après, c'est vrai que ça coûte cher en termes d'infrastructures, d'investissement pour les mettre à niveau, mais on a l'impression que c'est retombé dans l'oubli. Est-ce que ce n'est pas une opportunité, effectivement, qui était offerte d'avoir ces pôles locaux-là, on avait défini, je pense, 10 villes à l'époque, pour retenir les populations et créer une autre façon de se développer, même si beaucoup de gens, les villes moyennes ne sont en fait qu'une étape vers la ville principale, si on ne leur apporte pas grand-chose dans ces villes moyennes-là. Monsieur Athanas Boudou. Oui, pour revenir, il faut qu'on soit clair. Je ne parle pas de la population nombreuse qui est un problème. Je parle de cette croissance de la population rapportée à la croissance des richesses. C'est ça qu'on parle de croissance. C'est-à-dire que quand vous prenez la croissance démographique, qu'on va diviser par la croissance des richesses, vous avez comment le pays croît en termes sociaux, en termes économiques et ainsi de suite. Donc, le Nigeria a une forte population, mais le Nigeria est très pauvre. Par contre, quand vous prenez la Chine, a une forte population, mais la Chine est riche. Pourquoi? Parce que le taux de croissance de la population de la Chine est de 1,5%. C'est ce qu'ils avaient appelé la politique de un enfant et demi. Ça veut dire qu'en milieu... Non, j'arrive. Monsieur Boudou, je ne vous coupe pas, mais quand je regarde l'actualité, les Chinois aujourd'hui, ils se suicident, ils se mordent les doigts, ils sont dans une situation de déclin total de leur économie parce que justement, il manque cette jeunesse-là. C'est le cas de la Chine, c'est le cas du Japon, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas d'un certain nombre de pays. Est-ce qu'on va refaire les mêmes erreurs d'eux? Parce qu'à un moment donné, on veut gérer... Je vous dis que la politique de population n'est pas une politique statique. C'est une politique, c'est une dynamique. À un moment donné, vous mettez un certain nombre de paramètres pour réagir. Mais si vous faites la politique de façon statique, vous allez effectivement affronter ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Mais j'arrive par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Non, je ne quitte pas. Il va réagir par rapport à ça. On va revenir. En fait, je voudrais qu'on recentre un peu le débat. Parce que le rapport que vous voulez développer entre le taux de croissance économique et le taux de croissance démographique ne tient pas en ce moment-là. Je l'ai dit pourquoi. Parce qu'en réalité, on ne va pas aller dans les théories. Parce que si vous voulez faire un parallèle, vous n'avez pas la mesure même pour le faire. Parce que les pronatalistes vont te faire quelque chose pour dire, comme le docteur l'a dit tout de suite. Parce que nous, aujourd'hui, moi, je suis d'obédience pronataliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'utilisation de la population, des ressources humaines qui compte. Mais on ne peut pas donner des rapports entre... On peut même pas faire le lien entre croissance démographique et croissance économique. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une croissance démographique très forte, mais ils ont la pauvreté avec une population faible. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une question d'utilisation des ressources. Une question de comment faire en sorte que les ressources dont nous disposons, comme il a si bien dit, quelle est la vision qu'on donne à ces ressources? Qu'est-ce qu'on en fait en amont et quelle est l'utilisation en fait en aval? Je crois que c'est ça qu'il faut voir. Mais si vous tenez toujours à faire le rapprochement entre croissance démographique et croissance chose, je crois que les débats sont un peu difficiles. J'ai un outil très important pour mettre en place, pour mettre en œuvre les politiques publiques que vous mettez en place. Et l'outil est très important, c'est le budget de l'État. Aujourd'hui, nous avons un budget de l'État de près de 1600 milliards. Quand vous prenez les 1600 milliards, vous enlevez ce que vous devez payer comme fonctionnaire, les charges de fonctionnement, et que vous enlevez pour maintenant investir dans vos politiques sociales, comme la santé et puis l'éducation, il n'y a plus rien. En fait, les 1600 milliards, là, il y a déjà près de 300 milliards que l'éducation prend. Il y a près de 200 milliards que la santé prend. Et quand vous ajoutez aux autres salaires de fonctionnement, vous n'avez plus rien pour investir. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de la politique d'aménagement du territoire. Il faut des investissements lourds. Vous avez parlé de pouvoir investir dans certains domaines pour amener les gens. Il faut de l'argent. Mais quand vous prenez le budget, ça veut dire que le budget que nous avons ne suffit pas pour pouvoir faire face à cette demande sociale-là et pour pouvoir investir et puis amener à ce que les gens puissent. C'est pour cela qu'il faut
effectivement voir à quelle mesure la demande sociale, là, pour pouvoir amortir cette demande sociale-là. Puisque cette demande sociale est liée à quoi? C'est lié à la population. Il n'y a pas autre chose. C'est les populations qui veulent du logement, c'est les populations qui veulent manger, qui veulent avoir la santé, qui veulent s'éduquer. Et vous avez un peu d'argent, comment il faut faire? Maîtrisons cette population-là. C'est pour cela qu'on ne peut pas... Je dis que les questions migratoires, c'est des conséquences. On ne peut même pas faire une stratégie en matière de migration, mais s'attaquer aux autres problèmes. Parce que si le gars il a le bien-être, il n'a pas besoin de partir. Pourquoi aller vouloir faire une politique migratoire comme si ça c'était le problème? C'est parce qu'il a un problème de logement, parce qu'il a un problème d'emploi et de santé et d'éducation qu'il est obligé d'aller ailleurs. Il est donc difficile durant cette campagne politique d'avoir sur le même plateau la soixantaine de partis politiques plus la vingtaine de listes indépendantes qui compétissent. Nous avons donc décidé, pour cette période-là, de faire juste quelques rappels sur des enjeux qui sont importants pour nous. Merci donc de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée et restez sur Burkina Info. La clé du monde sont à vous.